Dans l'épisode précédent, je liais mon destin à celui de Patte Blanche avec ce serment solennel. Si la Louve consent à collaborer à notre quête, je promets de consacrer le reste de ma vie à la défense du peuple des loups. La nouvelle chef de la meute des Manitou a accepté ma proposition. Grâce à elle, Monique, Rénald et moi avons pu observer sa fille aînée, la belle Commis. Patte Blanche a mis bas à la fin d'avril. Nous fondons beaucoup d'espoir sur notre bonne relation avec elle. Je sens que le meilleur est à venir. Ce matin, Patte Blanche s'approche avec prudence d'une cache de son partenaire où elle s'est déjà nourrie. L'odeur d'un ours noir l'inquiète. Patte Blanche constate que le baribal a trouvé la cache et mangé les restes du castor. Avec ses tapis de sphaigne aux propriétés antiseptiques, la bordure des tourbières constitue un endroit parfait pour y enfouir des carcasses. Les buissons de Cassandre enjolivent cet habitat. Les fleurs attirent des fourmis et d'autres insectes que viennent gober des oiseaux comme cette femelle carouge à épaulettes. Plusieurs familles de castors prospèrent dans la région des tourbières. Ce milieu regorge de vie. Un excellent territoire de chasse pour les loups. Cet ours est peut-être celui qui a vidé la cache des Manitou. Les plantes de la tourbière semblent faire ses délices. Patte Blanche a facilement suivi la trace du voleur. L'ours n'a rien à craindre d'un loup seul.
Résignée et déçue, Patte Blanche s'en va, le ventre vide. Elle reste cependant à l'affût d'une proie. À quoi bon reluquer les grues du Canada? Elles s'envoleraient dès que la louve tenterait de les approcher. Patte Blanche renonce à chasser et se dirige vers la tanière. Un couple de pluviers killdeer nidifie le long de la vieille piste, près de la clairière du cul-de-sac. Le mâle et la femelle couvent à tour de rôle, mais leur plumage identique les rend difficiles à distinguer. Nicher à cet endroit comporte des risques, car les loups y passent, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Le retour de Patte Blanche fait réagir les oiseaux. Ils font semblant d'avoir une aile brisée afin d'attirer la louve loin de leur nid. Leur stratégie fonctionnera-t-elle? À vrai dire, Patte Blanche se fout pas mal des pluviers qui lui cassent les oreilles quotidiennement lors de ses allers-retours à la tanière. Les braves limicoles apprennent lentement à vivre avec les loups, au point que bientôt, ils ne s'affoleront plus de les voir traverser la clairière. Un bel exemple d'adaptation et de partage du territoire. Ce printemps-là, la météo anormalement chaude perturbait les cycles naturels et la végétation poussait plus vite que d'habitude. La chaleur et l'apparition hâtive des moustiques rendaient les loups nocturnes et ça réduisait les occasions de les observer. Malgré tout, grâce à la présence rassurante de Patte Blanche, notre première rencontre avec Hiawatha, le nouveau chef des Manitou, se déroula à merveille. Nous faisions le guet, près d'un marais, au couchant du soleil, quand il est apparu. Il a suivi sa compagne calmement, comme s'il nous avait déjà vus. D'ailleurs, c'était peut-être le cas. Même avec sa fourrure en mue, Hiawatha nous a fait une forte impression. Quel beau gros loup! Sa taille équivalait à celle de Bigfoot, mais on décelait chez lui une fierté, une noblesse qui lui était propre. La tolérance du couple nous permettait d'espérer de voir les louveteaux au cours de l'été. D'ici là, il fallait simplement rester attentif pour ne rien manquer. Un matin de printemps comme je les aime. Les castors sont heureux. Pour eux, rien ne vaut une lutte amicale pour resserrer leurs liens familiaux.
On observe des comportements intéressants. On partage la vie paisible de ses voisins. Pourtant, on sait que quelque chose d'inattendu peut arriver à tout moment. Les rondouillets ont détecté le loup bien avant moi. Il s'agit de Hiawatha. Ma présence dans la baie a dû contrarier ses plans. Les rondouillets ont eu la frousse. Ils se sont tous réfugiés dans leur hutte. Inutile de poursuivre l'observation dans ce secteur de la baie. Un joli petit ruisseau cascade près de la baie des Rondouillets, dans une clairière parsemée de violettes communes et de fraisiers. Un couple de bruants familiers semble vouloir nicher dans ce qui a toutes les apparences d'un havre de paix. Les pissenlits n'attirent pas que les papillons. Cet ours et son ourson avalent aussi bien les fleurs que l'herbe. Le jeune baribal, qui en est à son second printemps, se montre de plus en plus indépendant. Les visites fréquentes de ce duo pourraient bien décourager les bruants de s'établir dans les parages. Qui voudrait de ces goinfres pour voisins? Les bruants familiers de la baie des Rondouillets n'étaient pas les seuls à se méfier des ours. Les Manitous se faisaient voler des caches de nourriture parce qu'il n'y avait pas assez de membres dans la meute pour surveiller à la fois la tanière et la carcasse. Dès la mi-mai, nous savions avec certitude qu'elle comptait seulement 2 adultes, soit Patte Blanche et Hiawatha. La cellule familiale comprenait aussi 2 subadultes âgés d'1 an, Commis et son frère Lewis. Bien sûr, il y avait un nombre indéterminé de louveteaux qui accaparaient l'attention des parents, du grand frère et de la grande sœur, issus de la portée de 2009. C'était très stimulant. On voyait Commis moins souvent. Elle devait agir comme gardienne ou marraine et quittait rarement le lieu de rendez-vous. Quant à Lewis, c'était un jeune loup plein de bonne volonté et d'audace, sauf qu'il manquait d'expérience. Ça fait déjà un moment que cet ours s'est invité à l'extrémité ouest de la clairière. Son appétit pour les plantes naissantes semble lui avoir fait oublier que ce périmètre est défendu par les loups.
Manifestement, Patte Blanche est dotée d'un sixième sens lui permettant de détecter la moindre menace pour ses louveteaux. Malgré les vents contraires, elle a deviné qu'un baribal rôdait à la limite du lieu de rendez-vous familial. Soit elle appellera des renforts pour l'obliger à fuir, soit elle le laissera poursuivre sa route, sachant qu'il ne représente aucun danger. L'incident est clos pour Patte Blanche, mais pas pour moi, qui me retrouve beaucoup trop près de l'ours. Il est temps de quitter les lieux. Des marais et des étangs de castors attiraient une faune abondante dans le secteur des plantations, et on pouvait y faire le guet à partir du véhicule sur des tronçons de chemins forestiers. Avec de la chance, on y apercevait les loups, des ours noirs, des orignaux et une grande variété d'oiseaux. Des endroits extraordinaires où nichait le passerein indigo, le fuligule à collier, le garrot à œil d'or et le bruant des marais. Un vrai paradis pour l'observation. C'est là, au milieu des étendues de bleuetiers en fleurs, que deux couples d'oiseaux élevaient déjà leurs petits. Des grues du Canada et des merles bleus de l'Est. Contrairement aux oisillons des merles bleus, les gruots suivent leurs parents hors du nid quelques heures après l'éclosion. Les adultes les guident, les protègent, leur montrent quoi manger. Les petits merles bleus grandissent en sécurité, au fond d'une cavité. En comparaison, les gruots semblent beaucoup plus exposés aux dangers. Les grues se dirigent vers un fossé rempli d'eau où un festin les attend. Des nuées de libellules. Les merles préfèrent les criquets et les chenilles. Je ne suis qu'une simple observatrice. Pourtant, voir évoluer les gruots à découvert me remplit d'angoisse. Ils sont si petits et si vulnérables. Mais je ne devrais pas m'en faire. Les parents montent la garde et peuvent défendre leurs petits avec courage, si la situation l'exige. Un indésirable ne passe pas longtemps inaperçu dans les plantations.
surtout s'il s'agit d'un ours. Les grues du Canada sont capables d'attaquer un ours noir et de le mettre en déroute. Par contre, je doute qu'elles soient en mesure de repousser 1 ou 2 loups. Les gruots avaient de la chance, parce qu'à la fin de mai et au début de juin, la mise bas des orignaux tenait les Manitou occupés. Ce soir, nous avons droit à un spectacle étonnant. Au lieu de s'isoler, en prévision de la mise bas, une femelle orignale recherche la compagnie d'un mâle. Son faon bouge dans son ventre. Les orignaux ne forment pas de couple durable et le mâle ne joue aucun rôle auprès de sa progéniture. Alors pourquoi cette association? L'urgence de se reproduire explique l'appariement printanier des oiseaux. Le lien qui unit ces orignaux est temporaire. Je présume qu'à 2, il leur est plus facile de flairer un prédateur. À tout vouloir expliquer, on perd souvent de vue l'essentiel. Les animaux sont libres d'agir à leur guise, d'innover et de contrevenir aux habitudes de la majorité. Les comportements exceptionnels contribuent activement à l'évolution des espèces. Je suis de retour chez nos voisins castors pour une soirée que j'espère agréable et riche en observations. Le patriarche mange à quelques mètres de moi. Comme à leur habitude, les autres s'installent ici et là, près de la berge.
Un merle d'Amérique donne l'alarme. C'est Patte Blanche. La louve reste assez longtemps pour que je prenne de bonnes photos. Je pensais que les rondouillets iraient se cacher dans la hutte, mais non. Le patriarche est allé là où se tenait la louve. De toute évidence, les rondouillets étaient choqués de l'avoir vu si près de leur abri. Moi, j'étais surtout surprise que Patte Blanche s'éloigne autant de ses petits âgés de seulement 3 semaines. En fait, la lactation de la louve-mère diminuait et les louveteaux commençaient sans doute à manger de la viande régurgitée. La meute entière devait chasser pour nourrir ces nouvelles bouches. Dans le prochain épisode, nos observations nous permettront de mieux comprendre comment les Manitous organisent leur vie quotidienne à l'approche du mois de juin. Le jeune Lewis, fils de Hiawatha et de Patte Blanche, se verra confier une mission très importante. Et vous serez aussi étonnés que nous par la nouvelle mascotte des rondouillets. Une histoire à suivre au pays du loup. Then again, my